En manchette, aujourd'hui, entrevue avec Stéphanie Rousseau de l'organisation Aide à domicile d'Autrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au Pépite, en ce 13 décembre. CTRB vous présente la première partie de l'entrevue que nous a accordée Stéphanie Rousseau, qui sera la nouvelle directrice générale à l'organisme Aide à domicile d'Autrey, ADA. Donc, Stéphanie Rousseau, qui sera donc la DG en remplacement de Jessica Leclerc, qui quitte pour un congé de maternité. On écoute cette première partie de l'entrevue. En compagnie de Stéphanie Rousseau et Oui. Gabrielle Sévigny. Bonjour. On pourrait dire que vous êtes les deux nouvelles, en tout cas, Stéphanie était en poste, mais les deux prochaines personnes qui vont s'occuper de l'ADA, parce qu'on sait que Jessica s'en va en congé de maternité, on peut le dire. C'est connu, c'est pas confidentiel. C'est pas confidentiel, puis les usagers ont peut-être vu ou se rendre au bureau pour avoir une bénette, ça devait être apparent. C'est bien avancé. C'est bien avancé. Donc, on va commencer par toi, Stéphanie. Oui. Tu reprends la coordination, la direction de l'ADA. Tu étais déjà l'assistante à Jessica. Oui, exactement. On est une petite équipe. Fait qu'il y a la direction, coordination juste ensuite. Fait que je suis son bras droit. Puis, dès la semaine prochaine, dans 2 semaines environ, je vais prendre le poste de directrice par intérim pour remplacer Jessica pendant 10 mois. C'est un beau défi? Oui, c'est un beau défi. J'ai bien hâte. Des nouvelles tâches à faire vraiment qui se rapportent un peu au rôle de coordination, mais qui peuvent aussi être très différentes. Fait que non, c'est un beau défi. Puis en même temps, ça va vraiment me mettre dans le bain des tâches complètes de la date. Une belle expérience. Un portrait complet. C'est une belle confiance aussi que tu as fait le conseil d'administration puis Jessica en disant on prend à l'interne, on connaît quelqu'un qui connaît déjà connaît déjà les services. Donc, en janvier 2023, on pourrait dire officiellement, c'est toi qui vas assurer la coordination. Exactement, jusqu'en septembre 2023. OK, c'est une période de 10 mois. Ah, c'est bien. Ouais. Par la suite, vu que ton poste se libérait, il fallait trouver une adjointe, parce que c'est beaucoup d'ouvrages, c'est quand même beaucoup d'employés, on va en parler tantôt, tu es toujours à la recherche. Oui. Et là, tu as voulu nous présenter Gabrielle. Bonjour. Bonjour Gabrielle. Oui, mais c'est ça, dans le fond, je vais devenir son bras droit. Moi. À mon tour, elle va avoir besoin de soutien. Fait que je vais être là pour ça, puis je vais assurer, dans le fond, la coordination. Elle, ça va être la directrice. OK. Et Gabrielle, tu es nouvelle dans l'ADA, ça faisait pas longtemps que Oui, tu étais oui, non, j'étais complètement ailleurs, moi, avant. J'ai fait de la gestion de réseaux sociaux pour une maison d'édition avant, et j'étais aussi responsable de développement. Donc, c'est un peu en lien avec ce poste-là qu'on a discuté, puis on a vu que ça fonctionnait bien au niveau de l'entente, puis il y a eu entente réciproque. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller travailler à ADA? Parce que, premièrement, je dirais pas c'est des emplois qui sont quand même personnalisés. Là. Quand on parle de préposé, tout ça, moi, je pense que les bénéficiaires connaissent beaucoup. Il y a beaucoup de relations d'aide, beaucoup d'aide entre deux personnes. C'est quoi qui t'a amené à partir de l'édition, réseaux sociaux? Ils prennent moins les réseaux sociaux de personnes que tu dois aider. Ouais. Non, tout à fait. Bien, en fait, c'est vraiment ça, c'est cet aspect humain-là qui m'a beaucoup plu. Moi, je cherche à être en contact avec l'humain. Je suis une ancienne serveuse, donc ce contact avec les gens, ce contact de relation d'aide, moi, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup. Puis ce service-là, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai aussi fait beaucoup de bénévolat dans les dernières années, donc c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Quand j'ai vu le type d'entreprise que c'était, ça m'a tout de suite charmé. Les valeurs? Absolument. Aider les gens à vraiment choisir, avoir le choix, leur donner les outils, puis l'espace pour le faire. Je trouvais que c'était vraiment fantastique. On parle beaucoup de maintien à domicile. Je pense que de plus en plus, vous prenez de l'ampleur, de plus en plus, vous devenez un maillon important là, pour les gens. Hein, c'est bien ça. Hein, oui, tout à fait. Puis on sent vraiment la demande, le besoin. C'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu d'embauche qu'on souhaitait parler un petit peu. Mais en même temps, ça revient tranquillement. Les candidatures, on en a de plus en plus. Puis on a des attentes également. Fait qu'on voit vraiment que le besoin est là. Il suffit juste de répondre à la demande.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S des Laurentides, souhaite informer la population des régions de Laval, Laurentides, mais aussi de Lanaudière, que les personnes qui sont en attente d'un rendez-vous avec un médecin spécialiste depuis plus d'1 an peuvent s'attendre à recevoir un appel d'Accel. Qui est Accel? C'est le système automatisé de son centre de répartition des demandes de services. Centre de répartition des demandes de services, donc le CRDS. Les appels qui visent une mise à jour de la liste d'attente sont en cours et s'intensifieront au cours des prochaines semaines. C'est Accel, une plateforme téléphonique basée sur l'intelligence artificielle qui effectuera l'appel. La reconnaissance vocale permettra à la personne appelée de s'identifier. L'appel est sécuritaire et invite la personne à répondre à quelques questions afin de vérifier si la demande de consultation en médecine spécialisée est toujours nécessaire. Les usagers admissibles recevront un appel ou un texto avec le message suivant. Je suis Accel, le système automatisé du Centre de répartition des demandes de services. Merci de répondre aux questions suivantes. Nous effectuons la mise à jour de la liste d'attente. Une fois l'appel amorcé, les personnes n'auront qu'à valider certaines informations les concernant, dont leur nom de famille et leur date de naissance, puis répondre à des questions sur l'évolution de leurs conditions. Si une personne mentionne qu'un rendez-vous n'est plus nécessaire, le médecin sera averti avant l'annulation de sa demande. Le médecin pourra communiquer avec le CRDS s'il croit qu'une consultation s'avère tout de même nécessaire. Rappelons que depuis novembre 2022, les CRDS de l'ensemble de la province vérifient et mettent à jour les listes d'attente pour plusieurs spécialités médicales. Le déploiement d'Accel s'inscrit dans le cadre de ces efforts en vue d'optimiser le processus de gestion des rendez-vous et d'améliorer l'accessibilité aux services de médecine spécialisée. Les personnes qui recevront l'appel sont en attente d'une consultation pour l'une des spécialités suivantes: cardiologie, chirurgie générale, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, dermatologie, endocrinologie, gastroentérologie, oui voilà, gynécologie, hémato-oncologie, immunologie, allergie, médecine interne, néphrologie, neurochirurgie, neurologie, ophtalmologie, ORL, optopédie, pédiatrie, physiatrie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie et urologie. On parle maintenant du retour du Tai Chi au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey. Une nouvelle session de Tai Chi, on parle d'un groupe seulement, est prévue dès le vendredi 13 janvier prochain, de 10h à 11h, avec le professeur Michel Cousineau. Ça se déroulera dans les locaux du CABA à Berthierville. La session est offerte au coût de 80 $ pour 16 semaines de cours. La session précédente avait été offerte gratuitement, un cadeau du patron, en raison des subventions que le CABA avait reçues en temps de pandémie. Pour s'inscrire, donc, communiquez par téléphone avec Julie Morin au 450-836-7122 ou 450-875-0921 si vous êtes de Lavaltrie, ou encore par courriel au courriel donc du CABA. En l'absence de Julie Morin, vous devez communiquer avec sa collègue Karina Dubé au même numéro de téléphone. Le paiement confirmera votre inscription. Il est possible de faire ce paiement en argent, par chèque ou virement Interac ou encore par carte de crédit via un appel téléphonique. Voilà donc sur cela, on passe à la pause. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de la Coop des Îles vous souhaite de joyeuses fêtes.
Venez encourager nos artisans qui vous offrent plusieurs idées cadeaux à saveur locale. De plus, n'hésitez pas à commander votre repas des fêtes avec nous. Vous pourrez ainsi déguster un succulent festin préparé à partir de nos produits locaux. Pour commander, 450-836-2206. Joyeuses fêtes! Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, 13 décembre, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Joanne Cardin, à Lynne Savard et à Aimé Darvaux. Également, on se joint, toute l'équipe de CTRB, à notre technicien Alexandre et on souhaite bonne fête à Patrick Mondor, son papa. On poursuit maintenant avec d'autres informations en cette deuxième partie de bulletin. On vous présente maintenant 2 extraits du conseil municipal tenu cette semaine à Lanoraie. Le premier extrait nous raconte le dépôt du rapport concernant la politique culturelle que la municipalité souhaite adopter. On regarde un extrait. 9.5, politique culturelle, dépôt de rapport, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal adopte le rapport produit par le comité sur la politique culturelle, déposé par le conseiller M. Martin Lavallée, lequel est joint au présent pour en faire partie intégrante. M. Lavallée, résumé de votre rapport? Oui, bien, c'est ça. Donc, je suis très fier, moi aussi, de déposer ce document-là ce soir au conseil municipal pour adoption. C'est le fruit d'un long travail qui a été fait par un comité de la politique culturelle, 11 citoyens, incluant moi, en plus de moi. Il y en a d'ailleurs qui sont ici ce soir, que je salue. On a travaillé très fort. On a eu un beau brassage d'idées cette année autour de la culture à Lanoraie. C'est celui-là? On n'entendait pas bien. Donc, on a eu un beau brassage d'idées cette année autour de la culture à Lanoraie avec ces citoyens-là. On a eu aussi une belle vidéo qui a été faite pour la consultation publique. Il y a eu la consultation publique aussi. Donc, vraiment, autour de la culture, il y a eu des belles choses, des idées qui ont été lancées, des gens qui se sont rencontrés, qui ne se connaissaient pas, qui ont mis de l'avant des projets qui déjà, on commence à voir certains fruits de ça. Et avec la politique culturelle et son adoption, je pense que pour les prochaines années, c'est prometteur. Donc, qu'est-ce que ça dit exactement, ce document-là? Grosso modo, notre objectif à nous, c'était de faire une politique culturelle qui soit à l'image de Lanoraie, qui mette vraiment de l'avant ce qui nous distingue comme municipalité. Et aussi susciter chez les citoyens, là, avec la culture, entre autres, un sentiment de fierté d'appartenance à leur communauté, à leur municipalité. Donc ça, c'était un petit peu notre philosophie d'ensemble qui nous guidait. Et de cette philosophie-là, ont découlé 4 orientations, qui sont des orientations qui... je tiens à préciser, c'est pas un plan d'action qu'on a là, c'est pas des projets concrets, c'est vraiment des orientations. C'est un petit peu dire au conseil municipal, voici le chemin que nous, on croit qui devrait être suivi pour les nouveaux projets culturels dans les prochaines années.
Et donc, les orientations, d'un, démocratiser l'accès à la culture, donc faire en sorte que la culture soit accessible à tous, pour les jeunes, les moins jeunes, et puis que tout le monde qui est intéressé aux différents projets qu'on va mettre de l'avant puisse participer s'ils le veulent. Et donc, déjà là-dessus, on a un beau petit partenariat qui est en train de se mettre de l'avant avec l'école pour que les jeunes puissent être en contact avec la culture, et donc ça va se développer dans les prochaines années. Donc ça, c'est l'orientation numéro 1. L'orientation numéro 2, mettre de l'avant notre histoire et notre patrimoine ici à Lanoraie. Donc, la meilleure façon de créer un sentiment de fierté et d'appartenance chez les citoyens, c'est, une des bonnes façons, c'est de mettre de l'avant notre histoire. Parce que s'il y a quelque chose qui distingue Lanoraie des autres municipalités autour, c'est son histoire qui est particulière, qui lui est propre, qui est différente des autres. Et donc, quand on connaît notre histoire en tant que citoyen, on comprend un petit peu mieux pourquoi notre municipalité est comme ça, au lieu d'être d'une autre façon. On reconnaît certains lieux, et donc ça, on veut mettre ça de l'avant. Et entre autres aussi le patrimoine, qui est un témoin direct de cette histoire-là, qu'on voit encore de nos jours un peu partout. Donc ça, c'est deuxième orientation, notre histoire, notre patrimoine. Troisième, mettre de l'avant un peu nos artistes lanorois. On a eu des artistes qui ont existé à une certaine époque, jadis. Il y en a d'autres qui sont encore aussi aujourd'hui, que ce soit des écrivains, que ce soit des peintres, des musiciens. Et donc, essayer de les faire connaître, essayer de les mettre de l'avant un petit peu plus. Et aussi soutenir les initiatives culturelles qui émanent de certains citoyens. S'il y a des citoyens qui nous arrivent et disent « Hey, nous autres, on aimerait ça de mettre de l'avant tel projet », bien, la municipalité, en vertu de sa politique culturelle, pourrait aider dans la mesure du possible ces citoyens-là et ces initiatives-là. Quatrième orientation, le territoire et l'environnement dans lequel on vit. On a des fois, on pense que la culture, ça se résume aux arts et aux lettres. C'est vrai que c'est une grosse partie, mais aussi le mode de vie des citoyens est culturel. La façon dont on vit dans une municipalité, c'est culturel. Et donc, nous, on a un beau patrimoine naturel ici à Lanoraie dans lequel on vit. Et donc ça détermine un certain rapport chez les citoyens à l'espace, à l'endroit où ils vivent, qui est différent d'un citoyen à Montréal, qui est différent d'un citoyen à Sainte-Julienne. Donc nous, ici, on a un fleuve, on a des terres agricoles, on a aussi un beau couvert forestier, des tourbières. Et ça, bien, en tant que citoyen, ça a un impact sur notre vie, sur notre culture en tant que Lanorois, qui est différente d'une municipalité à l'autre. Et ça, on juge c'est important de le mettre de l'avant, de le promouvoir et de le préserver. Donc ça, c'est les 4 grandes orientations qui déterminent notre politique. Et donc, il y a différents projets qui peuvent être mis de l'avant en vertu de ça. Il va y avoir un plan d'action qui va devoir être mis dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La municipalité va devoir faire une entente avec le ministère de la Culture et des Communications sur 3 ans, une entente triennale. Et en vertu de cette entente-là, donc si la municipalité dit, bien nous, pour 2023, on met 20 000 admettons, pour des projets, bien le ministère de la Culture et des Communications met lui aussi 20 000 ce qui fait en sorte que la municipalité met juste 20 000 pour des nouveaux projets culturels, mais en fait se retrouve avec une enveloppe de 40 000 pour mettre de l'avant des projets. Donc, c'est quand même très intéressant et c'est ça qui fait aussi un des beaux avantages de la politique culturelle, en plus du fait, comme j'ai dit tantôt, que ça a occasionné une belle effervescence culturelle chez les gens. Les gens ont parlé de culture, les gens ont envie de mettre de l'avant des projets et ça, bien, je pense que c'est juste la municipalité qui est gagnante là-dedans. Donc, voilà le document qu'on vous remet et puis à suivre pour les prochaines années. Si mes collègues veulent bien la voter, bien sûr. Alors, merci Martin. On poursuit maintenant avec un extrait de la période de questions qui a permis à une citoyenne de présenter une problématique en lien avec les maisons désignées à caractère patrimonial et les exigences lors de demandes de permis de rénovation versus la conservation du patrimoine bâti. Alors, revenons au cas de M. Desmarais et de sa maison sur Sainte-Marie. Oui. C'est pas, d'après ce qu'on en a vu, notamment avec la MRC de Dautré, c'est pas une maison patrimoniale d'exception, mais en tout cas, c'est une maison d'importance sur Sainte-Marie et pour Lanoraie. Nous savons depuis déjà un bon bout de temps que les assurances, pour je ne sais trop quelle raison, ne peuvent pas assurer la réfection de cette toiture-là. Là, je ne sais pas à combien ça coule dans sa maison, mais en tout cas, ça ne va pas bien. Compte tenu du fait que c'est quelque chose d'important et de patrimonial pour Lanoraie, compte tenu du fait que bientôt nous aurons un plan d'action en matière culturelle qui comprend un volet patrimonial, est-ce qu'il est envisageable que la municipalité de Lanoraie
contribue d'une façon ou d'une autre à la réfection de ce toit-là. C'est pas la seule maison. Là, on pourrait, je ne sais pas, définir un budget annuel qui viendra en aide aux gens qui ont des maisons ou des bâtiments patrimoniaux qu'on tient à conserver. Puis l'ANORAE contribuerait d'une certaine manière. On pourrait à la limite aussi ajouter une contribution publique. Enfin, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est important. Si la personne n'a pas les moyens de sauvegarder sa maison, et en même temps, le PIA oblige que ce soit protégé, et je suis d'accord avec ça. Mais on peut peut-être aider d'une façon ou d'une autre. Est-ce que la municipalité peut penser à quelque chose, enfin, une forme de soutien pour les bâtiments patrimoniaux de l'ANORAE? D'abord, c'est certain que la municipalité ne peut pas intervenir directement sur une propriété privée avec les fonds de la municipalité. La municipalité pourrait éventuellement penser, faire une réflexion sur la possibilité de mettre en place un fonds qui, avec des critères très, très précis pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de favoritisme en passant. Et ces critères-là doivent être déterminés aussi. Je sais qu'il y a une municipalité, M. Lavallée, peut-être m'aider un petit peu. C'est pas Saint-Lin, c'est Saint-Roch. Saint-Roch-de-la-Chigan. On a fait venir les documents. M. Lavallée a fait venir les documents de Saint-Roch-de-la-Chigan. Et dans le fond, moi, ce que je vois, ce qui a été voté en 2021 par le conseil de l'époque, moi, je vois ça comme un peu un signal en disant, regardez, oui, la municipalité a mis 25 000 dans un fonds. En fait, c'est 50 000 parce que c'est sur 2 ans. Le gouvernement du Québec a mis aussi une partie. Est-ce que la municipalité pourrait réfléchir à la possibilité de faire comme Saint-Roch-de-la-Chigan, qui, à même leur propre fonds, ont décidé de se donner un fonds pour venir en aide avec des critères précis à certaines personnes qui auraient des rénovations à faire sur leur maison quand on parle de patrimoine. Oui. Alors, il y a un travail costaud à faire. Maintenant, je ne connais pas l'urgence réelle de M. Desmarins pour sa maison, mais je pense qu'il a colmaté. En tout cas, il faudrait voir. Là. Mais je comprends votre idée, votre point de vue. Je pense que le Conseil, toujours dans la même direction que le Conseil en 2021 a adopté une résolution pour aider les maisons à haute valeur, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à mettre en place un programme qui viendrait aider les maisons qui sont du patrimoine, mais qui n'ont pas nécessairement la valeur haute de ça? Donc, il y a une réflexion à faire à ce niveau-là pour voir si on pourrait procéder. Parce que dans le fond, vous avez touché un point tantôt, un PIA, ça amène des contraintes de rénovation, etc., pas juste sur le plan aussi de l'architecture, mais sur le plan aussi des matériaux à utiliser. Des fois, ça amène des contraintes aussi sur le savoir-faire nécessaire pour réaliser des travaux. Donc, une main-d'œuvre spécialisée, hautement spécialisée, comme la toiture, entre autres. Donc, un PIA, oui, mais en même temps, ça, c'est le bâton, le PIA, d'une certaine façon. Mais je sais qu'à l'époque, ça a été fait de façon démocratique, les gens ont accepté, même qu'il y a eu une rencontre en 2016, je pense, là-dessus, puis les gens avaient décidé aussi de le rendre plus sévère à certains égards. Ça, c'est le bâton. Donc, l'obligation de respecter des règles de l'art pour préserver le patrimoine. Maintenant, ça prendrait la carotte. Oui. La carotte étant un fonds qui viendrait possiblement soutenir les gens d'une certaine manière. Alors, il y a plein d'exemples. La Ville de Québec le fait, puis je dis la Ville de Québec, mais Saint-Roch, tu sais, à un moment donné, on se compare aussi, on ne peut pas se comparer à la Ville de Québec, qui sont soutenus par le patrimoine, le ministère de la Culture dans la préservation de l'UNESCO de la vieille ville, mais Saint-Roch, c'est quand même une petite municipalité de la Naudière, et puis ils ont réussi à le faire. Alors, il faudrait faire une petite tournée à Saint-Roch, puis aller rencontrer les membres du conseil, puis voir comment ils ont procédé, puis de quelle façon ils sont arrivés à lancer ce programme-là. Alors, est-ce que je peux vous demander d'essayer? Oui, on va en discuter. Il y a eu déjà quelques discussions très, très, très préliminaires, mais on va approfondir le sujet. Tout à fait. C'est bon. Merci. Merci à vous. On en profite pour vous rappeler que 5 conseils municipaux, celui de décembre, sont diffusés sur les ondes de CTRB cette semaine. Celui de l'ANORAE passe à 14 h. Celui de Saint-Ignace de Loyola est diffusé à 16 h. C'est chaque jour, ça. Celui de la ville de Berthierville à 17 h tous les jours. Sainte-Geneviève de Berthier à 19 h tous les jours. Et finalement, Saint-Cuthbert à 20 h chaque jour. Sur ce, allons à la pause.
Au centre d'hébergement Le Château à Berthierville, le 5 décembre, à 86 ans, est décédée Mme Rosemée Rondeau, demeurant à Berthierville, native d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil son ami Jean-Claude Bouchard, ses enfants Daniel Gaudreau, Michel Gaudreau, Marcel Gaudreau, Fernand Bouliane, Esther Gaudreau, André Gaudreau, José Martel, Pascal Bouchard, Julie Coderre, ses petits-enfants Vicky, Claude, Guy, Anne-Marie, Denis, Julie, Pierre, Paul-André et Sébastien. Ses 9 arrière-petits-enfants, sa sœur Solange Rondeau, feu Jean-Joseph Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3B au château de Berthierville pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi, le 15 décembre, à 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu sur place à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 82 ans, est décédé M. André Roy, époux de André Plante, fils de feu Victoire Massé et de feu Maurice Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa fille Nathalie, ses frères Jean-Luc, Claude et Raymond. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. France Mario Lemain, Caroline Vincent Bergeron, sa petite-fille adorée Véronique Roy-Blais, Anthony Ferland, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères Lise Roy, Angèle Roy, Claude Croisetière, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, Jocelyne Bérard, sa filleule Francine Dumontier, son filleul Jonathan Plante, ainsi que plusieurs parents et amis. Merci au personnel du CHSLD de Saint-Charles-Borromée pour son professionnalisme. L'envoi de dons à la Fondation des maladies du cœur serait grandement apprécié par la famille qui vous accueillera samedi 17 décembre midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra sur place à 15h. M. Roy sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -7. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -5, un temps ressenti de -11. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -8, un temps ressenti de -14. Mercredi matin, c'est ensoleillé, une température de -4, un temps ressenti de -9. Mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 4, un temps ressenti de 0. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -5. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été là en ce 13 décembre. On se revoit demain. Au revoir.